Contrôle inopiné ce matin pour les véhicules de l'État. Les agents de la compagnie de la circulation routière, appuyés par la gendarmerie, ont mis la main sur une centaine de véhicules appartenant à l'État. Campagne agricole 2014-2015, Koutchala a été choisi pour le lancement de la filière Nord-Est. 200 000 tonnes de coton graines et plus de 396 000 tonnes de céréales sont attendues. Et oui, sur une prévision de 10 milliards de francs CFA, la BDM SA réalise un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de francs CFA, prouesse, performance saluée par l'ensemble des administrateurs réunis ce matin au siège de l'institution. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté Bamako ce matin pour le Caire en Égypte. Le président de la République est déjà arrivé au Caire. Voilà les images d'arrivée du président de la République dans la capitale égyptienne. Ibrahim Boubacar Keïta assistera à l'investiture du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah Saïd Hussein Khalil, qui vient d'être élu à une écrasante majorité. Le chef de l'État prendra part donc aux côtés de plusieurs de ses pairs d'Afrique et du monde à la cérémonie d'investiture du nouveau président égyptien. C'est donc demain que sera investi le nouveau président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Plusieurs chefs d'État prendront part à la cérémonie, dont le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Notre envoyé spécial, Amadou Sankari, s'est intéressé au domaine de coopération entre le Mali et l'Égypte. Estimé à près de 100 millions d'habitants, l'Égypte amorce un nouveau tournant de sa vie politique avec l'investiture du maréchal Abdel Fattah al-Sisi, qui a remporté l'élection présidentielle du 28 mai dernier avec un score de 96%. À quelques heures de cette investiture, Caire, la capitale, avec environ 20 millions d'habitants, se prépare pour cette fête. Déjà, la ville s'est parée aux couleurs nationales et le portrait d'Abdel Fattah al-Sisi est visible dans les coins et recoins. À cette cérémonie d'investiture, plusieurs chefs d'État du monde sont attendus, parmi lesquels le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. La coopération entre l'Égypte et le Mali est vieille de plusieurs décennies. Les domaines de coopération entre l'Égypte et le Mali, ils sont divers. Vous avez la coopération culturelle qui couvre les différents domaines relatifs à l'enseignement. Vous savez que l'Égypte abrite la prestigieuse université Al-Azhar qui a formé de nombreux cadres africains et maliens en particulier. L'Égypte ne cesse d'accorder de nombreuses bourses d'études au Mali et également des bourses de perfectionnement pour les cadres maliens qui sont déjà dans l'administration. Le domaine culturel également et du tourisme. En 2013, tout près, au mois de mars, l'Égypte a abrité à Luxor ce qu'ils appellent le Festival panafricain du film. Et notre pays était justement l'invité d'honneur de ce festival. La participation du président Keïta permettra certainement d'ouvrir d'autres domaines de coopération entre les deux pays, et cela compte tenu des réalités du moment. La participation du président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, à cette manifestation revêt une signification particulière, parce que les deux pays ont en commun de faire face à l'action très néfaste des groupes terroristes. Donc voilà deux pays qui ont en commun un même mal. Donc il n'y a rien de plus normal qu'ils puissent mettre en commun leurs synergies, leurs efforts pour l'entraide mutuelle afin de circonscrire ce fléau qui, nous le savons tous,
dépasse les frontières des États. Déjà sur place, plusieurs délégations sont arrivées pour cette investiture. Ici à Bamako, environ 700 candidats ont planché aujourd'hui sur les épreuves du concours de recrutement des assistants dans les facultés. Au total, 132 postes d'enseignement sont à pourvoir au niveau du supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Maître Muntagatal, a donné le ton et c'était à l'École nationale d'ingénieurs Abdrahman Babatouré. Nouroum Sissoko, compte rendu. Ils sont environ 800 candidats dans la course à ce recrutement de professeurs assistants pour 132 postes à pourvoir. Dans ce lot, 88 postulants titulaires de doctorat sont dispensés du concours. Les dossiers de ces derniers feront l'objet d'examen par un comité de sélection. L'enseignement supérieur manque cruellement de professeurs, ce qui explique d'ailleurs le nombre d'heures supplémentaires anormalement élevé que nous avons chaque année. Ces heures supplémentaires obèrent le budget d'État de façon très sensible. Et l'absence des professeurs aussi, d'encadreurs, pose un autre problème, c'est la bonne formation des étudiants. Car il y a une question des ratios à respecter. C'est tenant compte de ces impératifs que le président de la République a instruit au gouvernement de recruter un certain nombre d'enseignants. Le concours comporte une épreuve technique et une autre de culture générale dans 113 spécialités. Ce concours est ouvert aux détenteurs soit du DEA, les diplômes d'études approfondies, soit du master. Avec ces deux diplômes, ils peuvent faire ce concours et ceux qui réussissent seront donc nommés assistants et pourront par la suite faire carrière dans l'enseignement supérieur. Ce recrutement de professeurs assistants vise à combler le déficit de ressources humaines dans les facultés. Opération surprise ce matin, ou si vous voulez, opération inopinée à travers la circulation ce matin à Bamako. Les agents de la compagnie de circulation routière, appuyés par la gendarmerie, ont mis la main sur une centaine de véhicules de l'État retrouvés dans la circulation. Ces véhicules sont gardés en fourrière pour violation. Autrement dit, ces véhicules ne devraient pas circuler pendant le week-end, une mesure édictée par le gouvernement. Mamourou Sidibé était sur le terrain et voyons ce qu'il a vu ce matin. S'il y a un événement qui a surpris les usagers de la capitale ce samedi matin, c'est bien l'opération véhicule de l'État. Cette opération a consisté à conduire en fourrière tout véhicule de l'État retrouvé dans la circulation. La mission n'a pas été facile pour les exécutants. On nous dit les plaques K ainsi que les amants, c'est-à-dire les véhicules appartenant à l'armée. Nous les faisons comprendre que ce sont des instructions que nous avons reçues. Et ces instructions, c'est dans les cadres stricts de respecter des vœux de nos chefs. Tous ces véhicules interpellés ne sont pas étatiques. À savoir qu'il y a aussi ce problème. Il y a certains qui prennent leurs propres véhicules, les véhicules personnels, ils apposent les plaques d'immatriculation de l'État, les plaques K, les plaques communément appelées bleues, sur leurs véhicules. Là, on peut qualifier ça de fausses plaques. Ils le font. Et nous avons eu des pareils cas, on les a conduits au niveau de la compagnie de circulation routière. Bien ciblée, l'opération aurait eu son effet escompté. Pour qui connaît l'usage abusif qu'on fait souvent des biens de l'État. Cette opération a été préjudiciable à certains services. L'éducation en cette période d'examen en a eu pour son compte. Même l'ORTM n'a pas été épargné. Un service qui est en activité nuit et jour. Au dire des usagers, cette décision devrait être précédée d'une circulaire. Pourquoi cela n'a pas été fait? Comment et quand ces véhicules seront restitués? On ne trouvera aucun interlocuteur pour répondre à ces questions, ni à la CCR, ni au ministère. Mamourou Sidibé, le ministre du Développement rural a procédé hier au lancement de la campagne agricole 2014-2015 de la filiale Nord-Est et c'était à Koutchala. Pour cette campagne, près de 200 000 tonnes de coton-graines et plus de 396 000 tonnes de céréales sont attendues dans la capitale de l'or blanc. Selon les paysans de la localité, tous les intrants agricoles sont disponibles dans les magasins de stockage, nous dit Moussa Fani. C'est dans le champ de Mamoutou Sissoko à Wolodougou,
situé à 7 km de Koutiala que le ministre du Développement rural a sémé les premières graines de coton. Cela donne ainsi le coup d'envoi de la campagne agricole 2014-2015 de la filiale CMDT de Koutiala. Dans cette filiale, environ 200 000 tonnes de coton graines et plus de 396 000 tonnes de céréales sont entendues pour cette campagne. Le seul mot important aujourd'hui, à l'endroit des paysans de la filiale de son siège à Koutiala, c'est de les exhorter à faire en sorte que le défi qu'ils ont lancé d'ailleurs, que ce défi, ils puissent le relever, à savoir au minimum 200 000 tonnes de coton-graines en fin de campagne. Tous les engrais sont arrivés au niveau des producteurs. Tout ce que le gouvernement devait faire, je pense que c'est grâce à lui aujourd'hui, tout ce qu'on pensait du mal est résolu. Selon le ministre du Développement rural, le gouvernement investit chaque année 35 milliards de francs CFA pour la subvention des intrants agricoles. Pour ce faire, il a insisté pour la bonne gestion de la dite subvention afin qu'elle puisse produire l'effet escompté. C'est heureux de dire que Koutiala est la capitale du coton. Cela ne dépend que des cotonculteurs eux-mêmes. Il faut que les cotonculteurs prennent la mesure de l'engagement du gouvernement et du président de la République de faire du secteur du développement rural le moteur de notre économie. Qu'ils apprécient l'ensemble des efforts que le président de la République et le gouvernement de la République consentent en faveur du secteur. Auparavant, la délégation avait rendu visite aux notabilités de la capitale de l'or blanc. Les autorités ont invité les jeunes à abandonner les sites d'orpaillage pendant l'hivernage pour la réussite de la campagne agricole 2014-2015. Il reste à souhaiter que la nature nous gratifie d'une bonne pluviométrie. Fin de l'atelier sur la riziculture irriguée à grande échelle. C'était à l'hôtel Mandé, organisé par Global Water Initiative en Afrique de l'Ouest. Cet atelier a regroupé 60 participants venus de plusieurs pays sahéliens. Pendant 2 jours, ils vont échanger leurs expériences en matière de sécurisation des terres de riziculture. Isaac Tchenou, compte rendu. Cet atelier régional a regroupé 2 jours durant près de 60 spécialistes venus du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, de la Guinée-Conakry et du Mali. Ils ont partagé leur expérience en vue de renforcer la compréhension des enjeux autour du statut juridique et de la taille de la parcelle et la sécurisation foncière du paysan dans la riziculture à grande échelle au Sahel. Il visait aussi à alimenter la réflexion pour l'opérationnalisation de la déclaration de Dakar sur l'irrigation. Les idées ne manquent pas, mais il a toujours manqué un rassembleur. Donc, du fond du cœur, nous voudrons vous dire de ne pas compter les billets qui sont sortis, mais de voir les résultats inestimables que nous engageons au bout de cette rencontre. À l'issue des travaux, les participants ont recommandé, entre autres, le bornage des périmètres irrigués dans les pays au nom de l'État pour permettre l'établissement formel de titres qui sécurisent les paysans dans le temps. Il est question de mettre en place des services juridiques pour assister les paysans et des dispositifs de vulgarisation des outils de sécurisation pour une meilleure maîtrise du foncier. Global Water Initiative, à la fin des travaux, a également publié un document sur les perspectives divergentes sur la riziculture irriguée par 3 grands barrages dans le Sahel. Je vous le disais dans les titres, sur une prévision de 10 milliards de francs CFA, la BDM fait plus. Elle vient de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de la 48e session de son conseil d'administration tenue ce matin. Après adoption et examen des points inscrits à l'ordre du jour, le conseil a salué les performances enregistrées au cours de l'année 2013. Le président directeur général Abdoulaye Daffé a profité de cette occasion pour dévoiler un ambitieux plan d'extension à la sous-région et en France. Mohamed Ould Mamouni a suivi ce conseil d'administration. Après Marrakech et Lomé, Bamako a abrité la 48e session du conseil d'administration de la BDMSA, la Banque de développement du Mali. Malgré un contexte difficile de l'année 2013, l'institution financière a enregistré un bénéfice net de 11 milliards 463 millions de francs CFA sur une prévision de plus de 10 milliards de francs CFA. Dans sa mission de promouvoir le développement économique du Mali, la BDM a appuyé certains secteurs. Notre banque a apporté son traditionnel soutien au secteur coton.
au secteur des mines, à celui des télécommunications, au secteur de l'agroalimentaire, sans oublier celui des hydrocarbures, à tous les secteurs porteurs de croissance dans notre pays, la BDM a apporté sa contribution. Elle a été la banque des particuliers, la banque du secteur privé, mais aussi du secteur public, au regard de l'ampleur de ses interventions en vue de soutenir la trésorerie de l'État. Dans sa politique d'expansion dans la sous-région, la BDM a désormais des filiales au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Ces filiales sont respectivement dénommées BDU-BF et BDU-CI. Ce projet d'expansion se poursuivra dans d'autres pays. La BDM est en train de franchir le cap de ce que l'on peut appeler un groupe bancaire régional. Et aujourd'hui, le challenge est autant de rester fort sur ses bases et d'accompagner l'économie malienne, et en même temps prouver que ce qui était avant une banque sur un territoire devient un groupe de banques sur un territoire plus élargi. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali est actionnaire dans ces deux filiales avec 10%, soit un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA. Nous avons décidé, pas seulement en connaissance du terrain, mais les projections, les perspectives que l'étude de faisabilité nous a montrées, en dehors même de ce segment important d'activité des entreprises maliennes à l'international, il y a aussi la possibilité même pour la banque d'engranger pas mal d'activités locales en Côte d'Ivoire, où c'est une reprise incontestée, et aussi au Burkina Faso, qui est devenu aussi un grand terrain de transit des flux vers le Mali et vers l'extérieur. Pour l'année en cours, la BDM, en plus d'accompagner la relance de l'économie malienne, envisage de faire mieux qu'en 2013. L'inauguration de la clinique mobile ophtalmologique a eu lieu ce matin à la direction générale du collège Horizon. Cette clinique mobile offre des consultations ophtalmologiques gratuites et des opérations chirurgicales de la cataracte. Cette activité a été initiée par l'association Tanded Mali en partenariat avec l'Université des sciences techniques et des technologies de Bamako et de la Fédération de santé de la région d'Égée en Turquie. Rachel Tessougué, compte rendu. La clinique mobile ophtalmologique comprend une salle d'attente, une salle de stérilisation, une salle d'opération et une salle de consultation. Elle est financée à hauteur de 225 millions de francs CFA par l'association turque Tanded Mali. Cette clinique mobile intervient dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité. Elle offre des consultations gratuites sur toute l'étendue du territoire national. On a vu qu'il y a des gens qui ont problème de vision. Et en tant que l'association, on s'est réunis avec les membres et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire. Ça sera un projet long terme, ça va continuer. Lorsqu'on a fini les opérations de cataracte pour Bamako, on va partir dans d'autres régions. Cet appui va sans nul doute contribuer à renforcer les liens d'amitié qui existent entre la Turquie et le Mali. Les jours à venir, ophtalmologistes maliens et ophtalmologistes turcs vont travailler pour la prise en charge des 100 000 cas de cataracte dont notre pays a aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut pas saluer assez l'engagement du peuple turc à notre côté. Vous êtes en train de prendre plusieurs initiatives humanitaires pour aider les populations maliennes à faire face à la maladie. Nous serons toujours aux côtés de vous pour vous accompagner, pour mettre en œuvre ces différentes opérations humanitaires au profit de nos seules populations. L'association de solidarité Tanded Mali œuvre dans plusieurs domaines tels la santé, l'éducation, la nutrition. Dans la mouvance du 13e anniversaire de la disparition de Maître Demba Diallo, l'Union des forces démocratiques UFD a tenu ce samedi à Koulikoro un point de presse. Le président de l'UFD a expliqué aux militants et sympathisants sur place le riche parcours politique et professionnel de Maître Demba Diallo, exprimé aussi la position de son parti au sein de la majorité présidentielle. Et le nouveau siège du parti a été inauguré. Koulikoro, nous retrouvons à Seydou Traoré.
Ce point de presse de l'Union des forces démocratiques UFD visait pour le Parti de l'Aigle à rappeler au public le parcours du bâtonnier de l'Ordre des avocats, premier médiateur de la République, premier président de l'Association malienne des droits de l'homme AMDH, Maître Demba Diallo, disparu le 7 juin 2001. Les militants et sympathisants venus commémorer le 13e anniversaire du père fondateur de l'UFD ont compris à travers les explications de Chaka Diarra, président de l'UFD, les luttes politiques et combats professionnels menés par Maître Demba Diallo des années 1950 à 2000 de par le monde. Pour Chaka Diarra, le choix de Koulikoro pour cette conférence de presse n'est pas fortuit. Maître Demba Diallo est né à Koulikoro en 1925 et venir célébrer son 13e anniversaire à Koulikoro est un signe symbolique pour nous, un devoir de mémoire pour un homme qui a tout donné pour le Mali, un homme de principe, un homme qui s'est battu pour le Mali, pour l'Afrique et pour le monde entier. Le rôle joué par l'ULIS disparu dans l'avènement de la démocratie à la création du parti UFD, en passant par la défense des droits de l'homme, n'ont pas échappé aux conférenciers du jour. Chaka Diarra a également évoqué le positionnement de son parti sur l'échiquier politique, ainsi que les objectifs pour les communales à venir et autres propositions de sortie de crise au sein de la majorité présidentielle. Demba Diallo nous a toujours enseigné que chaque fois que les grandes questions de l'heure sont posées pour un pays, il faut répondre présent. L'autre temps fort de ce 13e anniversaire de la disparition de Maître Demba Diallo a été l'inauguration du nouveau siège de la section IFD de Koulikoro et la lecture du Saint-Courant dans la famille de l'Élise disparue à Koulikoroba. En 5e région, le programme de compétitivité et diversification agricole, le PCDA, n'arrête pas de soutenir les initiatives porteuses en matière d'échalotes à Bandiagara. Le PCDA a cofinancé la réalisation des magasins de conservation d'échalotes d'une capacité de 80 tonnes à Doukombo avec un promoteur rural du nom de Drissa Nantoumé. Nous retrouvons Jules Sambou-Sissoko. Dans 90 jours pile, et si toutes les parties respectent leurs engagements, sera construit ici à Doukombo, au cercle de Bandiagara, un magasin de conservation d'échalotes de 80 tonnes équipées, dont la première pierre vient d'être posée. Coût du sous-projet en question, 38 425 000 francs CFA, cofinancé par le PCDA et le promoteur local, Drissa Nantoumé, dont l'apport est de 19 212 500 francs CFA. Depuis 2008, nous travaillons avec lui. Il a commencé par un projet initial où il ne faisait que 15 tonnes d'échalotes à conserver, avec un résultat net d'exploitation de 6 millions. Nous l'avons accompagné de nouveau. Ici va émerger des semences de qualité. Ce projet, il a vu son utilité, son avantage pour tout le monde. Il s'est engagé car un magasin de stockage, c'est comme une terre très précieuse. L'initiative est un bon investissement, a indiqué l'autorité locale. La réalisation de cette infrastructure contribuera à améliorer les revenus des populations laborieuses de Doukombo. Cette cérémonie a été rendue possible grâce à la persévérance d'un fils du terroir. Par ce geste simple, mais combien important pour l'avenir, ce sont 6 emplois directs et 15 indirects qui seront créés avec cette migration d'une très petite entreprise vers une petite et moyenne entreprise. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, la MINUSMA et la population de la cité des Askia luttent contre les déchets plastiques non biodégradables. Pour mener efficacement cette lutte, ces deux partenaires s'inspirent de l'exemple du Rwanda par le canal de son contingent de la MINUSMA basé à Gao. Faut-il le rappeler, ce pays dont la propriété a émerveillé le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de sa visite. Le Rwanda est un pays sans sachets plastiques. Daouda Zoumana Traoré depuis Gao. À l'instar des autres agglomérations du Mali, Gao connaît une prolifération des sachets en plastique non biodégradables dans ses rues. Un phénomène qui ne facilite pas du tout les travaux d'assainissement de la mairie. C'est pourquoi les acteurs, dont la MINUSMA, les collectivités et les associations de Gao, ont décidé de mener une bataille sans merci contre ces emballages en plastique. La réussite du Rwanda dans la politique de lutte contre ce fléau a permis aux organisateurs d'impliquer le contingent rwandais de la MINUSMA à Gao à cette lutte. Depuis 2006,
L'utilisation des sacs en plastique comme l'un des moyens de transporter des articles au Rwanda a été interdite. Il s'avère que c'est une réussite parce que de nos jours, plus personne n'en fait usage. La situation endémique de déchets plastiques non biodégradables est très critique car celle constitue aujourd'hui une menace sérieuse pour le développement durable. Durant plusieurs jours, les groupements et associations dotés de matériel d'assainissement tenteront de ramasser les sachets en plastique qui nuisent aux hommes, aux animaux et aux cultures dans la cité des Askia. La MINUSMA, à travers son personnel en général, son personnel rwandais en particulier, a décidé d'accompagner la ville de Gao dans la lutte contre les sachets plastiques. Toute chose qui va non seulement nous apporter une certaine propriété à la ville, mais aussi et surtout apporter un savoir-faire aux habitants de la cité des Askia. Le partage de l'expérience du Rwanda doit permettre l'application de la loi numéro 2012-003 ANRM du 23 janvier 2012 portant interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation de sachets en plastique non biodégradables et de granulés non biodégradables destinés à la fabrication des 10 sachets. C'est Beta, hameau où vivent plus de 500 réfugiés mauritaniens, est situé à 55 km de Caille dans la commune de Guidimaga, Kéri Kafo, qui a abrité le lancement de la campagne en faveur de la promotion de la planification familiale, du dépistage du cancer du col de l'utérus et du VIH, Sida. Kansoutou Kanouté, que nous retrouvons depuis Caille. Organisé par l'UNHCR Caille et le PECI Mali Caille en partenariat avec Stop Sahel et AMSOP, cette campagne a pour objectif d'assurer une meilleure protection et le bien-être des femmes, des filles, des hommes, des garçons réfugiés par le renforcement des services de la planification familiale, du dépistage du cancer du col de l'utérus et de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. À l'issue de cette campagne, nous pensons que les gens seront suffisamment motivés et suffisamment conscientisés et verront l'importance de la planification familiale et verront que si des gens acceptent de faire des kilomètres pour venir s'occuper de leur santé à eux, ça va les motiver et à leur tour d'aller vers les centres de santé. C'est une population qui est loin du centre de santé, elle n'a pas accès à des services de qualité, elle n'a pas accès à des services comme la planification familiale, comme le dépistage du cancer du col, comme le dépistage du VIH. Donc avec notre partenaire ACR, que nous saluons ici vraiment très sincèrement, et ses autres partenaires comme SOP et Stop Sahel, nous avons décidé de faire une caravane en marge de la campagne de planification familiale qui a été lancée à Gorigopela le 21 mai passé. Donc, dans notre objectif, c'est de faire une activité par jour, par site. À l'issue des informations sur le dépistage volontaire du cancer du col de l'utérus et du VIH-Sida aux femmes par PECI Mali Caille, les agents de santé ont ensuite procédé au dépistage volontaire. À noter que la caravane se rendra après Beta à Melga, Sirenanti, Aourou et Orogniwa. L'UNHCR, le PECI Mali Caille et ses partenaires ont souhaité que les filles et les femmes réfugiées des sites visités soient mieux informées sur les services de la planification familiale. Une trentaine d'élèves de la classe de première sciences du lycée français Liberté de Bamako ont présenté hier soir leur projet intitulé Processus de décolonisation et témoignages littéraires en Afrique de l'Ouest. Regard croisé Mali-Sénégal. Cette exposition a regroupé professeurs et parents d'élèves dans les locaux du dit établissement. Et Garibou Pérou était présent lui aussi. Une exposition, un film, une remise officielle d'un fascicule sur les regards croisés Mali-Sénégal sont les résultats d'un projet pédagogique en lettres et histoire. Il s'est concrétisé par des sorties pédagogiques à Bamako et un voyage au Sénégal sur les différents sites de la décolonisation. La fédération au Mali et au Sénégal nous semblait important de montrer un peu à la population sénégalaise et à la population malienne l'origine un peu des indépendances des pays en Afrique de l'Ouest, parce que Modibo Keïta, là, et Léopold Sédar Senghor ont joué un rôle important. Si on veut vraiment comprendre l'histoire de notre pays, du Sénégal, qui est un pays frère, il fallait vraiment qu'on passe par cette étape-là. L'île de Gorée, porte de l'enfer, une île où les vents nous portent. Et la porte s'est refermée, verrouillée par le sommeil de l'histoire. En conclusion, on en a donc tiré que
l'Afrique doit prendre son envol et à présent s'affirmer au rang international. Sourire aux lèvres, Kaidia Diarisso vient du Sénégal et elle vit au Mali. Elle est parmi les parents d'élèves qui ont compris que les lycées français n'enseignent pas seulement l'histoire de la France ou de l'Europe, mais également celle de l'Afrique. Bravo à tous ces lycéens, bravo à l'équipe pédagogique et bravo à la direction. Les enfants apprennent un petit peu ce que les arrière-grands-parents ont vécu, qu'ils ne connaissent peut-être que par certains livres qu'ils lisent, mais qu'ils ne connaissaient pas à travers cette école. On a travaillé sur 2 disciplines, l'histoire et la littérature. Inévitablement, on est obligé de parler de l'histoire, de la Fédération du Mali, et puis on parle aussi des écrivains, de la négritude, de tous ceux qui ont apporté ces idées, qui ont permis justement de changer les choses. Cette étude comparative de processus de décolonisation Mali-Sénégal, initiée en 2013 par le lycée Liberté, montre comment nos 2 pays, unis par l'histoire et la géographie, évoluent différemment. Ce projet pédagogique est aussi une mise en valeur de nos patrimoines nationaux. L'hôtel Radisson Blu vient d'abriter la 6e édition du Salon international de la mode malienne CIMA, organisé par Clément et Jos Confection et par Genesis Design. Le salon a pour objectif de faire entrer le Mali dans le monde de la mode. Fademba Keita. Valoriser le métier de la mode et de l'artisanat malien, telle est l'idée qui se dégage derrière cette exposition et ce défilé à l'occasion de la première édition du Salon international de la mode malienne CIMA. Le défilé en cours a pour thème Moussoro ou le foulard. La présentation des modèles se fait simultanément avec l'exposition vente des articles confectionnés par des artistes nationaux et internationaux spécialisés en coupe et couture. L'objectif, c'est de mettre en valeur la culture malienne, de montrer aux femmes maliennes qu'elles n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur pour s'habiller, que nous avons tout chez nous. Les différents styles présentés par Clem Jos Confection, la collection Fringy Africa de l'indienne d'origine portugaise Laïjikova, installée à Bamako, par Digui Abon, un centre d'appui à la scolarisation des filles, et tant d'autres prouvent à suffisance que les tissus wax, basin, les peaux et cuir peuvent être mises en valeur au goût des consommateurs. Je pense qu'on peut, à travers ce que nous faisons, montrer que l'Africain n'est pas celui-là qui a forcément besoin de l'Occident pour s'habiller. J'ai beaucoup aimé ces tendances jeunes. Moi-même, je suis habillée en Jos Confection. Ils mettent le tissu africain en valeur. C'est moins cher et ça habille bien. Ça vaut mieux que d'aller en Europe ou bien aller dans les magasins acheter des habits à haut prix alors qu'on peut avoir à bas prix ici. Cette première édition du Salon international de la mode malienne qui s'achève met l'accent sur le rôle et les enjeux socio-économiques et touristiques de la culture malienne. 2 ouvrages sur la crise malienne étaient au centre d'un café littéraire. C'était jeudi dernier à la Sahélienne. Leurs auteurs, les Sega Gunjam, un malien de la diaspora, et Serge Daniel, journaliste, ont fait chacun un exposé sur le contenu du livre. Ils ont ensuite échangé avec les participants sur les sorties de crise et les perspectives pour le Mali. Nouhoum Sissoko était présent. Les mafias du Mali. C'est le titre d'un ouvrage de 320 pages, publié par Serge Daniel, journaliste de RFI et écrivain. Sega Gunjam, docteur en mathématiques, spécialité informatique à l'université de Nancy 1 en France, lui, est l'auteur d'une œuvre de 135 pages intitulée « Mali, réflexion sur un enchaînement de crises, de l'écroulement à l'émergence ». J'ai essayé de faire une analyse avant la crise. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce genre d'événements se produisent dans un pays comme le Mali qui avait une réputation? Et une fois que ça s'est produit, quelles sont les forces en présence? Qui représentent ces forces? Qu'est-ce qu'il y a en face du côté du Mali? Qu'est-ce qui s'est produit au sud en réaction à cette situation au nord? Et derrière ça, j'ai essayé de mener une réflexion sur les possibilités de sortie de crise. Quelles sont les possibilités qui étaient offertes à l'État malien? Parce que je parle des mafias du Mali, en fait, ce sont les mafias du monde au Mali, avec comme lieu de passage le nord du Mali. Bon, vous avez la mafia de la cocaïne. Les trafiquants de cocaïne se sont rendus compte qu'un pick-up chargé de cocaïne, c'est l'équivalent de 40 pick-up de cannabis. Donc, au lieu de faire le trafic de cannabis, ils font le trafic de cocaïne. Vous avez également des trafics d'armes, vous avez des trafics d'êtres humains. Donc, c'est tout ça que j'explique dans mon livre.
Les deux auteurs ont également leur lecture sur les questions de développement et de sortie de crise. Il faut donc, à mon avis, et ça c'est mon point de vue, une solution globale, parce que la guerre, c'est une guerre transversale. La guerre contre le terrorisme doit se dérouler dans tout l'espace, si vous voulez, du Sahel, à partir d'une agriculture qui est de l'économie au niveau primaire. En développement, en transformation, on passerait au secondaire. En transformation locale, on créerait des richesses dans les régions. Nous pourrions, à ce moment-là, développer une industrie de transformation de nos produits agricoles, de consommation sur place, voire de consommation dans la sous-région. Ces œuvres sont le couronnement d'une série d'activités accomplies par leurs auteurs sur les problématiques abordées. Sport, football, compétitions africaines des clubs, c'est la grande déception. L'AS Real de Bamako a été battue cet après-midi à domicile 2-1 par l'AC Léopard du Congo, et cela pour le compte de la 3e journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération. Cette défaite réduit ainsi les chances du Real en vue de se qualifier pour les demi-finales. Le résumé avec Aldjumatina. Sur les 3 journées, que de regrets. Pas de victoire pour l'AS Real de Bamako lors de son 3e match en phase de poule de la Coupe de la Confédération face à AC Léopard de Dolisie, qui enlève en fin de compte les 3 points du match. Les Noirs et Blancs qui savaient à quoi s'en tenir dans cette rencontre, c'est-à-dire gagner à tout prix pour se relancer dans la compétition, vont imposer leur jeu dès l'entame. Les occasions s'enchaînent pour les Scorpions, mais aucune d'entre elles n'est concrétisée. Les Congolais à la 35e minute, pour leur première tentative offensive, vont ouvrir le score par Ganzé Césaire. Score qui sanctionne la première mi-temps. L'entraîneur réaliste Nouhoum Djané trouvera les mots nécessaires pour galvaniser ses joueurs, qui vont venir plus mordants en seconde période. C'est ainsi qu'à la 64e minute, Ali Badra Silla va égaliser. Les Scorpions, qui venaient de faire leur retard, vont dominer le reste de la partie, avec à la clé d'énormes occasions. Comme lors du match contre le Coton Sport, le Real va encore briller par son manque de lucidité. Finalement, l'AC Léopard, au bord de la rupture, va briser les espoirs réalistes en marquant à la 87e minute un deuxième but par Bidimbo Kader. Score final 2-1 en faveur des Congolais. En première mi-temps, on a eu des problèmes, surtout sur le plan tactique. Il fallait corriger à la mi-temps. Et c'est ce que nous avons fait. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait, mais juste il y a des détails qui manquent. Et vous savez, le football est fait aussi des détails. Et quand vous créez des occasions de but, et si vous ne les mettez pas au fond, c'est des situations généralement comme ça que c'est produit. Donc, nous avons fait, je ne dirais pas que nous avons fait un mauvais match, mais on est sur. Aujourd'hui, c'est compliqué pour nous. L'adversaire, je savais avant le match, j'avais averti mes joueurs qu'on avait affaire à une très bonne équipe avec des qualités individuelles assez fortes. Et on a effectivement vu en face de nous des joueurs de qualité qui nous ont posé beaucoup de problèmes dans les percussions, dans les duels, dans les 1 contre 1. Et c'est vrai que ils ont eu un manque d'efficacité devant parce que des opportunités, ils s'en sont créés pas mal. Oui. Avec cette défaite, le Real compromet sérieusement sa qualification pour la demi-finale. C'est là à 3 journées du terme. Quant à l'AC Léopard, en cas de déplacement à Bamako, elle est toujours invaincue. Aldjumatina, vous l'aviez dit, depuis hier soir. Sport Football Championnat National de Ligue 1 au compte de la 21e journée. 2 rencontres ont été jouées hier au stade du 26 mars. L'AS Police a dominé le Debo Club de Mopti 4-1. Auparavant, le CSK s'était imposé 2-0 face au Djoliba. Résumé des 2 matchs avec Djara Konaté. Les Rouges d'Ermakono, en manque de moyens pour leur ambition, à ce stade de la compétition de Ligue 1, se font surprendre par le CSK contre le cours du jeu 2-0. Les joueurs du Sansal Keita, par une des rares remontées, arrivent à déjouer le dispositif tactique du Djoliba AC. But inscrit par Mohamed Keita à la 30e minute. 1-0, score à la pause. Les Djolibis se reviennent confiants, malgré ces légers retards au score. Les centristes profitent encore d'un mauvais placement de la défense pour marquer le deuxième but. Une réalisation de Aboubakar Tungara. Le chemin pour le fauteuil du leader reste encore long pour le Djoliba AC, 40 points, deuxième derrière le Stade Malien de Bamako, 44 points, un match en retard. Pour le compte de cette 21e journée, l'AS Police a réalisé son plus gros score de la saison face au Debo Club de Mopti, battu 4-0. Les policiers, avec un effectif réaménagé,
prennent la direction des opérations. À la 7e minute, Ousmane Diarra ouvre le score pour l'AS Police. Avant la pause, le Debo Club passe à côté de l'égalisation. Un pénalty manqué par Aboubacar Traoré. L'AS Police domine totalement la deuxième période. Au 75e, 80e et 85e minutes, 3 buts ont été inscrits. Un sur pénalty transformé par Moussa Sissoko et 2 autres par Ousmane Diarra et Abou Konaté. L'AS Police remporte les 3 points de la rencontre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Aïssata Ibrahim Maïga, et je me ferai le plaisir d'être là sur ce même plateau pour l'édition de la soirée. Bonne nuit à tous, à demain.